Bonjour, bienvenue sur ce live d'Instagram. Aujourd'hui, nous accueillons Guillaume Lopez. Alors, Guillaume Lopez, il a écrit un livre qui s'appelle Trêve de bondieuserie aux éditions Ubicart. Bonjour. Bon, bienvenue sur ce live Instagram voilà, qui est organisé de façon mensuelle pour accueillir des auteurs. Alors, nous sommes le samedi 30 avril, voilà. Et je souhaitais accueillir Guillaume Lopez pour son livre Trêve de bondieuserie, voilà, qui avec aux éditions Ubicart, avec une première de couverture de Virginie Guidé. Et ce livre fait partie d'une collection qui s'appelle Grands esprits, petits prix. Guillaume, alors je vais te présenter. Tu es né à Perpignan en l'an 1985 et tu es en Montpellier où tu travailles dans le don du sang. Durant tes études en biologie, donc ton passe-temps favori c'est la littérature, l'écriture, l'imaginaire, la musique et les jeux vidéo. Donc il y a une prédilection quand même pour le fantastique. Tu es l'auteur de plusieurs nouvelles sur le thème, donc au sens large de l'apocalypse, et tu t'adonnes le plus souvent à une écriture qui est plutôt sombre, quoique ce livre soit quand même très axé en abordant quand même des sujets graves. Donc, tu aimes dissimuler des détails dans ton œuvre, et ça, c'est vrai, et tu laisses volontairement des zones d'ombre pour impliquer un petit peu ton lecteur, voilà, qui lui aussi, il doit participer. Un petit peu, ouais. C'est ça. Alors, donc, tu as écrit Trêve de bondieuserie chez Ubicart, hein, qui est un roman court, fantastique, humoriste dans la collection dont on a parlé tout à l'heure. La première de couverture, c'est Virginie Guidé qui fait toutes les premières de couverture donc de cette collection. Et donc tu as écrit également le rêve d'une vie, donc aussi à Ubicart, qui est une nouvelle fantastique éditée sur le cahier 22 de Virtuelle Écriture. Voilà, toujours chez Ubicart. Et Nocte Dementia aux éditions des Tourments. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est une nouvelle fantastique, c'est ça, horreur? Alors, c'est une nouvelle surtout basée sur l'horreur, effectivement, ouais. Donc, qui a été écrite dans le cadre d'un appel à texte de la maison d'édition, de la maison des éditions des Tourments. Et Ouais. du coup, donc, on est 15 auteurs à avoir été retenus pour un texte, et donc on a participé tous à ce recueil de nouvelles participatif, en fait. Voilà, quoi. Ok. Là, tu es également membre de l'association Apostrophe, l'apostrophe, L'apostrophe, c'est ça, donc, ouais. Ouais. qui est une association autour de la poésie. Mhm. Ouais. Vous Voilà. vous réunissez quand avec cette association? Alors, tous les premiers jeudis du mois, là, actuellement, on fait une soirée à la Galerie d'Art L'Artisan à Montpellier, donc au Mhm. centre-ville de Montpellier, donc où on fait des spectacles de poésie en musique, accompagnés donc par des musiciens. Et on organise aussi des scènes ouvertes et on essaie de mettre aussi en avant d'autres artistes de Montpellier qui font des spectacles de poésie, entre autres. Donc voilà, pour l'instant, c'est tous les premiers jeudis du mois à l'Artisan, mais aussi on fait d'autres soirées ben là où on trouve de la place, comme le Gazette Café. Il y a eu la Nomade Expo aussi récemment avec la librairie Obongi. Oui, Donc voilà, on fait plusieurs sortes d'événements un peu partout sur Montpellier quand l'occasion se présente. d'accord. Ben, c'est un programme qui est riche, hein. Je sais que quand même tu es très actif sur la scène montpelliéraine. Alors moi, mes impressions autour du livre, c'est un livre qui est drôle, truculent, qui fait vraiment du bien sur un fond de sujet quand même assez sérieux. C'est un livre que j'ai enfin, particulièrement apprécié parce que voilà, c'est un humour qui me parle. J'ai voilà, j'ai éclaté de rire en le lisant dans le tramway, quitte à passer pour une huluberlue, mais en tout cas, moi, ça m'a fait du bien et ça fait du bien de rire. Donc, ça fait vraiment, c'est un humour qui est décalé, qui m'a évoqué un peu cette citation de Jean Anouilh qui disait finalement, avec Dieu, on ne sait jamais si c'est pas un coup du diable. Donc ça, voilà, c'est très très drôle parce que c'est vraiment c'est un texte qui vraiment fait du bien. On a besoin de rire en ce moment. Voilà. Donc,
La question du pitch, c'est en fait, pour expliquer rapidement, c'est Dieu revient sur Terre 7 jours. Hein, après tout, il a mis 7 jours pour faire le monde, hein, donc il revient 7 jours et il échoue à Montpellier. Et donc on s'aperçoit qu'il a complètement zappé cette planète qui était sa première création. Voilà, on trouve bonjour Noura. Non, c'est pas Noura, c'est c'est Nour. Euh, on s'aperçoit qu'il a complètement zappé cette planète et donc il revient dans le milieu estudiantin montpelliérain, donc il échoue à la cité Verbois, si je ne m'abuse, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et donc on va découvrir un dieu avec quand même pas mal de défauts, hein, et très très particulier, mais en même temps il a un regard sur les humains qui est quand même euh, assez détaché, mais en même temps un peu acerbe hein, quand même. Euh, mais quand même, c'est un dieu, passons l'expression, il n'est pas à côté de ses pompes. Hein. Tout à fait. Tant est qu'il en ait eu un jour, on ne sait pas. Alors pourquoi l'apocalypse? Parce que en latin, le terme apocalypse, ça veut dire apocalypsis, et qui est la révélation en fait, hein, qui veut dire révélation, qui est tiré lui-même du grec apocalypsis. Et ce livre, en fait, est-ce qu'il nous ferait des révélations sur Dieu? Moi, je veux tout savoir. Hein. En fait, le dieu que je mets en scène, c'est un petit peu un dieu de fiction. C'est pas vraiment le dieu auquel on pourrait s'attendre et qu'on retrouve habituellement dans la religion, en fait. Donc, d'ailleurs, le but premier du bouquin, c'est pas vraiment de se moquer de la religion ou de Oui, critiquer la religion. D'ailleurs, j'en parle très peu vraiment du religion en tant que dogme et de l'Église, en gros, voilà, ou même les autres visions qu'on peut avoir de Dieu, j'en parle très peu. Donc c'est vraiment un Dieu, c'est ma vision à moi de Dieu que je mets en forme de manière humoristique. Donc après des révélations, on peut en trouver si on veut, parce qu'il y a quand même pas mal de messages cachés dans le bouquin. Après, chacun voit ses révélations où il veut bien les voir. après, voilà, on n'est pas sur une critique de la religion ou quoi que ce soit, on est surtout Non, sur pas une du tout. critique de l'être humain, en fait, et de la Voilà, l'être société humain et la du société avant monde. tout. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est, mais ça fait du bien, en fait, parce qu'à travers le rire, on peut vraiment, vraiment faire passer beaucoup de messages. Alors, quand et comment est venue l'idée de ce livre? À quel Alors, moment voilà, parce que c'est pas commun quand même l'humour fantastique, d'aborder l'humour fantastique, le fantastique, ok. En général, c'est plutôt sombre, mais là, avec de l'humour, c'est pas commun. Hein. Est-ce qu'il y a des auteurs ouais, qui... ben justement, il y a alors le CV de Dieu, justement, comme dit c'est Nour qui est ici, non, c'est Oui, Brigitte. Non, je ne connais pas. Donc peut-être que ça peut y faire penser, mais j'avoue que je ne connais pas cette œuvre-là. Et moi, il y a deux œuvres principalement qui m'ont inspiré pour écrire ce bouquin, en fait. Donc la première, c'est ça, c'est Preacher. Donc c'est un comics de deux auteurs américains, si je ne dis pas de bêtises qui ont mis en scène en fait Dieu qui a quitté la Terre, qui a abandonné la Terre, il est parti. Et en gros, il y a un pasteur américain qui se fait posséder par une entité qui est le fils d'un démon et d'un ange, et qui lui donne des pouvoirs. Et investi de ce pouvoir, ben, il met en tête il se met en tête de retrouver Dieu pour lui demander des comptes, en fait. Pour expliquer pourquoi est-ce que tu as abandonné la Terre, où es-tu passé, et je veux que tu me rendes des comptes, quoi. Donc ça, par contre, c'est très sombre. Il y a beaucoup d'humour noir, mais c'est pas du tout rigolo au sens humoristique ouais. habituel. Voilà, quoi. C'est vraiment une histoire assez sombre, quoi. Donc ça c'était pour le côté Dieu a abandonné la terre, en fait. Dieu s'est barré, quoi. Et la seconde œuvre, du coup, qui m'a inspiré, c'est celle-ci. Donc In God We Trust, de Monsieur Winchlus, qui pour le coup met en scène Dieu et Jésus de manière extrêmement potache. En fait, c'est vraiment très drôle. Dieu, c'est un gros bof qui fume des clopes, qui boit de la bière et qui joue au poker avec ses potes et Ah oui, quand même. voilà, et qui voit la Terre d'un œil assez détaché, quoi. Donc du coup, j'ai fait une espèce de pot pourri, on va dire, de mélange de ces deux œuvres. Donc le côté Dieu abandonner la Terre et le côté humour, très, très humoristique, pour en arriver donc à trêve de bondieuserie, quoi. Moi, j'avais envie du coup de faire le truc à ma sauce, avec Dieu qui vient sur Terre et qui vit des aventures un peu ben, en décalage, parce que forcément, Dieu parmi les humains,
ça crée des situations assez potaches, quoi. Donc, presque l'histoire se construit d'elle-même, quoi, tellement ça peut créer des situations vraiment. Oui, il pourrait même euh, y avoir une suite, hein, après tout. voilà. Alors, pour être honnête, c'est pas forcément prévu, mais la fin est suffisamment ouverte, effectivement, pour qu'il puisse avoir une suite. Oui, oui, parce que en fait, ce qui est intéressant, moi, dans ce livre, c'est vraiment la chute, quoi. On va pas en parler parce qu'il faut quand même que le lecteur puisse aller au bout du bouquin. Et moi, vraiment, mais moi, enfin, moi, ça m'a fait hurler de rire, quoi. Donc, euh, enfin, je sais pas pourquoi le choix de la nouvelle, parce qu'en fait, je pense qu'en fait, le livre est assez court, il se lit très rapidement. Je trouve que c'est un exercice quand même très difficile de faire un petit roman, petite nouvelle. Pourquoi le choix d'un format court comme ça? Alors, ben, justement, donc, quand j'ai commencé à avoir envie d'écrire, il y a environ une quinzaine d'années, j'ai voulu commencer par écrire un roman. C'était voilà, ma grande idée, super, je vais faire un roman. Sauf que bon, ben, quand on est auteur débutant, écrire un roman, c'est pas si facile que ça. Du coup, bah, au bout de plusieurs années où je piétinais, le résultat ne me convenait pas, que j'ai laissé tomber le roman et je me suis dit que j'allais écrire des nouvelles parce que c'est plus court. Bon, c'est pas forcément plus facile, mais c'est plus court. Et du coup, j'avais envie de terminer un projet en fait. Donc j'ai écrit quelques nouvelles que j'ai terminées. Et entre-temps, j'ai eu cette idée donc d'écrire une nouvelle à propos de Dieu. Et il s'est avéré que ben, j'avais de plus en plus d'idées, donc la nouvelle est devenue de plus en plus longue. Et ça aboutit donc à ce roman court, en fait, qui est à mi-chemin donc, entre la nouvelle et le roman comme on l'entend de manière habituelle, quoi. Voilà. Dans le choix de la nouvelle, est-ce que tu as pu t'inspirer dans ton travail euh, d- d'auteurs novellistes, hein, comme je sais pas, moi je prends Guy de Maupassant, il y avait aussi Edgar Allan Poe, bon, Mhm. lui c'est beaucoup plus sombre, hein, on est bien d'accord que c'est très Ouais, dark. ouais, ouais. Dans pour avoir la chute en fait quels sont enfin est-ce que tu t'es calé sur des chutes de certaines nouvelles pour avoir cette chute que tu as pu mettre en place, est-ce que tu as fait un plan, comment tu t'es organisé en fait? Alors, pour le coup, pas vraiment, parce que des nouvelles, en fait, j'en ai pas lu tant que ça, finalement, hormis quelques auteurs que j'aime bien, comme Neil Gaiman et George Martin, on va dire. Après, c'est vrai qu'en France, une nouvelle, on n'aime pas trop ça, bizarrement, parce que bah, les histoires courtes, ça plaît pas trop en France, et c'est assez étonnant, quoi, pourtant, parce que c'est intéressant. Donc, non, la chute, pour le coup, je me suis pas vraiment inspiré d'auteurs, parce que je n'ai pas lu beaucoup pour des nouvelles. Mais ça me paraît important qu'il y ait une chute qui soit surprenante, en fait, et qui vraiment fasse une espèce de wow effect, quoi, vraiment. Ah ben là, ça fait wow effect. Moi, je comprends. Quelque chose qui reste en mémoire, et, un petit peu comme un dessert quand on va au restaurant, en fait, c'est le dernier plat qu'on mange. Et si le dessert est pas bon, en fait, ça gâche un peu le repas, alors que si le dessert est excellent, ben, on se rappelle de ça, quoi. Donc c'est un peu le même principe, en fait. Combien tu as mis de temps pour écrire ce livre? À peu près, hein, Bon, pour ceux qui écrivent, ouais, qui veulent écrire un petit livre, parce il fait quand c'est même 130 pages, je crois, le livre, là. 133 pages quand même, donc c'est pas rien. Ouais, ouais, ben, vu que c'est pas du tout mon activité principale à temps plein, j'ai mon travail à côté, quoi, et d'autres choses, forcément. J'ai mis environ, je pense, 2 ans entre l'écriture, les pauses, les retours en arrière, les découragements, bon, environ 2 ans, je pense. Ouais. Alors, quand J'ai tu fait... parles de découragement, c'était dû à quoi, en fait, tes découragements? Ah, ben, la plupart du temps, c'est quand on se rend compte qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui va pas, et que du coup, on sait pas vraiment quoi, mais donc on patine un peu, on n'arrive pas à progresser, à faire quelque chose qui nous satisfait, ou alors juste l'inspiration en fait qui Hmm. vient pas quoi. Parce que clairement, il y a des passages que j'ai trouvés pendant l'écriture, parce que j'ai vécu certaines choses qui m'ont donné des idées quoi. Donc d'ailleurs, c'est comme ça que je marche pas mal, je me rends compte, des fois c'est une conversation ou quelque chose qui m'arrive en fait, et Hmm. dont je tire une idée pour avancer dans mes écrits. Et ça m'arrive pas mal vraiment quoi. Par exemple, moi, il y a des scènes où je pense que vraiment c'était inspiré, notamment, bon, à un moment donné, il y a des scènes qui se passent en ville, hein, à Montpellier, autour d'un café. C'était très drôle. Et
Donc bon, je peux pas en dire davantage, mais en tout cas, on a ce Dieu là qui arrive et qui est vraiment. Alors avant de parler du thème, des thèmes abordés dans le livre, j'aurais aimé qu'on parle si de la maison d'édition. Oui, Tu peux Ubicart, nous en parler? bien sûr. Donc les maisons d'édition Ubicart, donc c'est une petite maison d'édition de Montpellier, donc qui est menée par Monsieur Jean-Claude Rivière. Mhm. Et donc à la base, il est parti des cahiers virtuels qu'il a organisés pendant le confinement en fait déjà pour avoir une activité, pour avoir du lien social. Et ça a pas mal marché auprès des gens qui ont publié pas mal de textes, qui ont écrit pas mal de textes. Et donc, il a commencé à publier ces textes dans ses carnets. Et ça a pris un petit peu d'ampleur et tout. Et donc, la maison d'édition, en prenant un peu d'ampleur, il a cherché d'autres projets. Et du coup, donc, avec mon texte, entre autres, et celui d'autres auteurs, donc poètes et romanciers, il a décidé donc de créer cette nouvelle collection, Grands Esprits, Petits Prix. Donc, avec des bouquins qui sont pas très épais, donc en général une centaine de pages environ, à un prix assez abordable, puisque c'est moins de 10 euros. Et Oui, ça depuis, c'est important. oui, voilà. Depuis, donc, il cherche d'autres auteurs aussi qu'il inclut dans la collection, qui grandit petit à petit. Et puis voilà, quoi. Donc, ça fait plaisir, parce que c'est une maison indépendante, quand même, de la région, de la ville où on habite. Donc, c'est bien aussi de soutenir les petits porteurs de projets du coin, quoi. Faut consommer local. C'est ça, consommant local. Ça sera plus locavore, mais ça sera local lecteur. Ouais, voilà, c'est ça. Donc toi, comment tu écris? Moi, j'aimerais bien connaître tes rituels d'écriture. Est-ce que tu as des rituels d'écriture? Est-ce que tu préfères écrire le matin, le soir? Comment ça se passe pour toi? Alors moi, finalement, le matin, non. Parce que non, le matin, c'est parce que je travaille ou voilà, souvent c'est l'après-midi ou le soir que j'écris. J'ai pas vraiment d'heure vraiment de prédilection. Avant, c'était la nuit souvent. Mais bon, Oui. c'était une période où je travaillais pas, donc forcément, quand tu travailles pas, c'est voilà, t'es beaucoup plus libre. Mais non, j'ai pas d'heure vraiment précise. Par contre, j'ai vraiment une playlist de musique qui m'aide vraiment à me mettre dans ma bulle et dans mon univers. Ah, c'est Donc, intéressant. Alors, quelles sont la ouais. Alors justement, c'est assez intéressant parce que je pense que c'est pas forcément courant. J'écoute beaucoup de musique de jeux vidéo. Alors sur les jeux D'accord. vidéo, parce qu'il y a vraiment de très grands artistes et musiciens dans le jeu vidéo de nos jours, depuis quelques années d'ailleurs. Et ça n'a vraiment rien à voir avec les musiques qu'on pouvait imaginer il y a 20 ou 25 ans avec les Super Nintendo et tout ça. Quand même. C'est vraiment Ah oui, des c'est compositions surprenant. Ouais. orchestrales. Ah ouais, il y a vraiment des trucs vraiment magnifiques. Et donc, le principal intérêt de la musique de jeux vidéo, c'est qu'il n'y a pas de paroles et que c'est une Mhm. musique qui est faite justement pour t'aider à te concentrer sur une tâche, c'est-à-dire le jeu auquel tu es en train de jouer. Donc, c'est vraiment une musique d'ambiance. Donc, du coup, pour écrire, je trouve ça super justement parce que j'entends la musique sans l'entendre. Donc, c'est des musiques qui me parlent beaucoup, mais du coup, ça me met dans un état de concentration assez important et On pourrait sans. presque, on pourrait presque parler d'auto-hypnose, en fait, finalement. Ouais, peut-être, ouais, parce que je me rends compte quand ça marche. Je me rends compte que du coup la musique elle passe, mais et je l'entends, mais je l'écoute pas en fait quoi. Ouais, ouais. Et C'est là vraiment ça marche bien quoi. un petit thé quand même avec l'écriture ou Un petit thé? Non, 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 ben non, non même pas, non, non, j'ai une pas. C'est petite mon seul rituel, c'est la musique. une petite pochette de sang. Donc, Non, j'essaie d'arrêter parce que mon docteur m'a dit que c'était pas bon. ah Non, oui, non, mais il faut faire attention quand même. Alors, donc, ce livre, il aborde quand même plusieurs thèmes, et moi je le trouve particulièrement riche parce que c'est condensé, mais en même temps, alors évidemment, on parle de la fin du monde hein, et surtout du regard détaché de Dieu sur les hommes et de leur comportement. Dans ce qu'il y a de beau et de plus terrible à la fois. Et en fait, en résumé, c'est toute la complexité humaine hein, au regard de ce que Dieu, lui, a sur les rituels religieux que nous, on pratique en tant qu'hommes. Et il y a le thème de l'écologie, il y a la guerre qui est abordée, il y a la maladie. Voilà. Et moi, il y a une scène qui m'a fait hurler de rire, c'est quand il rentre dans l'église. Et là, alors là, c'est... Voilà. Donc, j'aimerais bien que tout à l'heure, tu nous lises un petit passage
Bien Euh, voilà, bon, je vais essayer de ne pas éclater de rire cette fois-ci, promis. Euh, voilà. Donc, dans ce livre est évoqué aussi l'importance, enfin moi ce que j'ai retenu de ce livre, c'est l'importance de l'amitié. Voilà. Mhm. Et qui est une valeur phare en fait hein, tout au long Du livre, du oui. livre. Et est-ce que quelque part, quel est le message que tu as souhaité toi faire passer? Quel était le propos de ton livre? Parce qu'il y a plusieurs messages hein, finalement. Ouais. Ben, le propos de mon livre, c'était vraiment d'avoir un regard extérieur sur notre société, en fait. Parce que nous, bon, on est la tête dans le guidon, entre guillemets, donc bon, c'est pas forcément évident de voir nos défauts nous-mêmes, quoi. Hum, Et en fait, le fait de passer par Dieu, du coup, ça mettait un point de vue extérieur qui nous découvre, en fait, en voyant vraiment, bah tiens, c'est bizarre ce qu'ils font quand même, c'est une drôle d'attitude, quoi. Donc du coup, ouais, effectivement, il voit bah, les relations qu'on a entre nous, notre rapport à la technologie. Oui, il est Euh, très surpris d'ailleurs. Hein, il est très surpris en se disant tiens donc, cette planète que j'ai complètement zappée, je savais, oui, parce qu'en fait, lui, il est accro à un objet qu'on appelle le Canva. Hein, c'est ça, ouais. parce qu'entre-temps, il a créé plein d'autres mondes, et puis alors là, à la Terre, il a complètement Voilà. zappé la Terre. Oh Voilà, punaise! il a créé des milliers de mondes, en fait, ben, grâce à son outil de création moderne, qui est le Canva, qui ressemble en gros à n'importe quel smartphone qu'on a, nous, de nos jours, quoi. Et donc, quand il arrive en France et qu'il voit que ben, tous les êtres humains, quasiment, possèdent un smartphone, d'abord, il flippe vachement, parce qu'il se dit, punaise, ils ont des Canva aussi, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Donc, bon, c'est pas le cas, évidemment, ça n'est pas des Canva, même si ça reste un outil très puissant, le smartphone. Et du coup, il critique un petit peu ça parce qu'il se rend compte quand même lui-même, il fait une autocritique parce qu'il se rend compte que ces créations qu'il a fait à l'aide de son Canva sont finalement pas si terribles que ça, quoi. Donc c'est un outil qui est très puissant, mais qui a aussi beaucoup de travers. Et je pense que c'est un parallèle important que je veux faire avec les smartphones parce que c'est un peu pareil en fait. C'est des outils très puissants, mais qu'on utilise pour un peu tout et n'importe quoi, Hum, et peut-être même un petit peu trop pour notre propre bien, quoi. hum. C'est très très intéressant. Et puis en fait, il est quand même surpris de la capacité qu'a l'homme à en fait trouver des solutions euh, à des problèmes et en même temps il est hyper déçu, enfin déçu, surpris aussi de la capacité d'autodestruction qu'a l'homme. C'est ça. En fait, ben, bon, Dieu, pour parler un petit peu de l'histoire, quand il arrive à Montpellier, donc il découvre l'homme avec ses propres yeux, mais localement, c'est-à-dire à Montpellier en fait. Donc lui, il se balade dans les rues et tout, bon, il a son avis sur les comportements qu'on peut avoir entre nous. Il se rend compte on a quand même pas mal évolué depuis que, il nous a croisés pour la dernière fois, c'est-à-dire il y a très longtemps, au niveau technologique, au niveau des mœurs et tout, voilà quoi. Mais il se rend pas vraiment compte des gros problèmes qu'il y a sur notre planète. Et en fait, il le voit vraiment que bah, quand il se met à regarder la télévision, en fait, par hasard. Oui, c'est ça en fait. Forcément, il arrive sur une chaîne de news à la BFM TV, pour ne pas la citer. Et là, il se rend compte, en fait, que bah, vu que BFM TV, c'est de la catastrophe en permanence, il n'y a rien qui va, en fait. Il y a des guerres, il y a de la pollution partout. En gros, l'être humain est en train de complètement bousiller sa toute première œuvre. Et il se rend compte que quelque part, ça l'embête un peu quand même, finalement. Hmm. Alors il y a la maladie qui est évoquée, qui est évoquée de façon très pudique et très plutôt bien, qui est la sclérose en plaques. Mhm. Euh, Parce qu'en fait, il va rencontrer une humaine qui va enfin, qui va le toucher. Enfin, il est touché par cette humaine hein, finalement. Mhm. Ouais, oui, oui, tout à fait. Ouais. Et alors en fait, ça, bah, c'était pour mettre en place vraiment un espèce de déclic émotionnel de Dieu, en fait, quoi. Et alors, pour le coup, la sclérose en plaques, je connaissais pas vraiment, en fait, avant d'écrire ce livre. Moi, je connaissais vaguement, un peu comme tout le monde, quoi. Et Mm. ben, du coup, j'ai fait le travail basique de l'écrivain, c'est-à-dire, ben, il faut se documenter pour chercher des informations qui soient crédibles. Parce que si on veut présenter quelque chose vraiment qui marche, ben, il faut quand même que quand on lise, on se dise pas, mais ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Donc, ben, je me suis un petit peu renseigné sur cette maladie-là. Je suis allé sur des sites qui recueillaient des témoignages de gens atteints de la sclérose en plaques. D'ailleurs, c'était pas facile à lire parce que c'est vraiment une maladie qui est assez dure.
Et du coup, bon, ben, ça m'a donné plein d'idées pour mettre en scène cette maladie, mais de manière assez subtile, parce qu'il ne faut pas non plus en faire des caisses. Enfin, ça me semblait Mhm. bien de la mettre en scène comme je l'ai fait. Donc, en lisant le livre, après, on se rend compte vraiment de comment je la mets en scène. Mais voilà, c'était. Moi, Est-ce que j'ai pas vécu ça. Je connais personne qui l'a. De mes personnes proches qui en est atteint, mais voilà, quoi. Est-ce que le fait de travailler justement dans le milieu pas médical, mais enfin c'est quand même en lien avec le médical, hein, le don du sang, est-ce que c'est ça qui t'a incité à parler de la maladie en prenant cette maladie-là typiquement? Alors, non, pas vraiment, parce que c'était plus. Je partais plus du principe, en fait, que l'être humain que Dieu a créé il y a très longtemps était imparfait. Et donc, parmi ces imperfections, donc c'est sa faute, en fait, c'est la faute de Dieu, hein, il y a des maladies. Et Ouais, il y a donc, voilà, c'est un petit peu le bug informatique de ces créations, on va dire, quoi. Et donc, ben, il fallait que je trouve l'exemple d'une maladie qui soit intéressante à traiter. Et je trouvais que sclérose en plaques, c'était bien parce que c'est bien moins connu que le cancer ou le sida. Et alors que ça mérite quand même aussi d'être médiatisé. Parce que contrairement au cancer et au sida, ben, il n'y a pas vraiment de traitement, en fait. Du coup, ça me paraissait intéressant d'en parler, en fait, simplement. Ok. Et en fait, il y a également moi, ce que j'ai relevé dans ce livre, c'est la façon dont est traité le système en fait, le rapport de Dieu avec ses anges, avec les sous-anges, etc. Ça fait très administration, hein. Oui, tout à fait, on est en plein dedans, ouais. Ça, Et ça- enfin, comme toute administration, c'est une usine à gaz qui marche plus ou moins bien, on va dire. C'est ça. et j'aimerais bien que tu nous lises un petit passage Mhm. que tu choisis évidemment, hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais lire comme passage? Parce que le passage de l'Élise, je sais que tu l'aimes bien. Donc, pourquoi Mhm. pas aller. Alors, donc, dans la culture humaine, il existait apparemment plusieurs religions. Ce qui était stupide, il n'y avait qu'un seul Dieu, lui. Non loin de la faculté se trouvait la petite église de Sainte Bernadette, où se réunissaient les croyants, tout du moins les chrétiens catholiques. Une cour ceinte de cyprès et de platanes servait de parking, et la bâtisse, bien que sobrement construite, semblait plutôt accueillante. Quelques humains y pénétraient, salués par un prêtre en chasuble à l'entrée. L'office était imminent. Bonjour, mon fils, dit le saint homme en voyant Dieu approcher. Je ne crois pas vous avoir déjà aperçu en ces murs. Je suis toujours très heureux d'accueillir de nouvelles têtes. Soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. Oh, merci, dit Dieu. Dieu entra donc chez lui, où il régnait une chaleur étouffante, qui lui donna aussitôt envie de ressortir. Quelques vitraux laissaient passer une lumière colorée, qui se reflétait avec douceur sur le mobilier en bois. Les bancs, l'autel, ainsi que les poutres apparentes du plafond étaient vernis avec soin, et la peinture blanche des murs immaculée. Une certaine paix émanait de cet endroit. Il s'attarda un moment sur les fresques qui représentaient des scènes bibliques dont il n'avait jamais entendu parler. Les trouvant tristes à mourir, il se demanda qui pouvaient bien être ces gens en robe qui regardaient avec admiration ce type maigre et barbu. Il observa les paroissiens tremper le bout de leurs doigts dans une sorte de réservoir d'eau en pierre, à l'entrée, avant de s'humecter le front et le torse en un vague signe de croix, sans doute pour se rafraîchir, vu la chaleur. Dieu les imita, s'aspergeant avec soulagement le visage devant les mines suspicieuses des habitués. Il prit place sur l'un des bancs, vers le fond, à côté d'une vieille dame voûtée qui sentait la bergamote. Lorsque le prêtre se plaça derrière l'autel, les gens se levèrent. Le curé parla un peu, puis ils se rassirent. Ils se relevèrent ensuite alors que Norgue entonnait un air à sa louange, se rassirent pour prier, puis se levèrent à nouveau pour un chant et se rassirent encore. Dieu était perdu. Il ne voyait pas l'intérêt de telles simagrées, ne connaissait aucune prière. N'y tenant plus, il se pencha vers sa voisine, pardon, qui écoutait et chantait avec dévotion. Excusez-moi, madame, demanda-t-il poliment. J'ai raté la messe de la semaine dernière. C'est qui Jésus? Elle lui jeta un regard indéchiffrable,
ses lèvres figées dans un rictus embarrassé, et s'éloigna doucement en glissant sur la banquette, son sac à main serré très fort contre elle. Ne comprenait pas ce qu'il avait dit de mal, Dieu se contenta d'écouter distraitement la fable du prêtre, jusqu'à ce que celui-ci précise que Jésus était le Fils de Dieu. Le Fils de qui? S'exclama le Créateur, s'attirant quelques œillades outrées. Il tendit l'oreille avec plus d'attention. Grâce en soit rendue à Marie, qui enfanta Jésus-Christ, notre Sauveur, clama le curé au détour de son homélie. Marie, Marie. Ce nom lui était familier. Il souffla mentalement sur un vieux souvenir, enseveli sous 2000 ans de poussière. Marie? S'étrangla Dieu. Elle a osé, la grognasse. Elle m'a fait ça à moi. Vous vous rendez compte? J'ai même pas de sexe. Comment voulez-vous que je sois le père? Et puis c'est quoi ce nom bidon, Jésus? Chut! Intimèrent à l'unisson quelques croyants. L'ecclésiastique continuait sa litanie, imperturbable, laissant ce drôle de paroissien grommeler dans son coin. Ce dernier apprit avec soulagement que le fameux Jésus avait péri, ce qui l'empêchait de fait de réclamer une quelconque attention ou même un héritage. Il jeta néanmoins un regard empli de méfiance vers la vieille bigote, qui l'observait de même. Prudence était de mise face à ces hommes capables d'assassiner le prétendu Fils de Dieu. Depuis environ 2000 ans qu'il n'avait pas mis les pieds sur terre, c'était apparemment devenu un sacré bordel. L'horreur le gagna lorsque les paroissiens se levèrent, à l'invitation de l'enrobé, pour déguster le corps et le sang du Christ. La vieillarde ouvrit grand la bouche afin que le prêtre y place lui-même la chair de son défunt enfant. Le regard proprement démoniaque qu'elle lança ensuite à Dieu le fit frissonner. C'en fut trop. Stop! Hurla-t-il. Et la suite, pour plus tard. C'est vraiment excellent, quoi. Moi, je me régale à chaque fois d'écouter les passages. Euh, est-ce que quelle est ton actualité par rapport à la promotion du livre aujourd'hui? Tu as des salons de prévus? Alors là, justement, j'ai un salon prévu sur Clermont-Lérault le dimanche 22 mai, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, oui. Le dimanche ou le Euh, samedi? Je crois qu'il y a Pardon? le samedi aussi. Il y a le samedi aussi, ouais, mais il me semble que moi je suis présent que le dimanche. Mais Ok. c'est ça, ouais. Et ensuite, au mois de juin, j'ai un salon prévu dans le 66, dans les Pyrénées-Orientales, Ok. à Vinsart. Et début juillet, j'ai encore un salon prévu à Villefranche de Conflans, donc toujours dans les Pyrénées-Orientales. Donc là, c'est 3 salons à venir. Après, j'en ai potentiellement un en septembre aussi, dans l'Aude, a priori. Et sinon, là, dans les semaines qui suivent, il y a une soirée à l'Artisan qui est organisée jeudi prochain, donc Ouais. pendant laquelle mes livres, entre autres, seront à disposition. Et au Gazette Café le 11 mai également, si je dis pas de bêtises, c'est ça, oui. Ok. Et là, au Voilà. Gazette Café, va se passer quoi exactement? C'est une lecture? Donc au Gazette Café, a priori, il y aura des lectures, il y aura aussi une scène ouverte, donc pour que les gens qui sont désireux puissent venir partager leurs textes ou les chansons, enfin ce qu'ils veulent en fait, quoi. C'est une scène ouverte. Et là, sur Montpellier, le livre, on peut le trouver où, typiquement, à quel endroit? Donc là, le livre actuellement, il est en vente donc chez l'éditeur ou sur son site internet, donc sur Ubicart. Il est également en vente sur la librairie Obongi, donc Mhm. en ligne. Donc ça, c'est une librairie en ligne de Marcel Camille, donc sur laquelle il propose pas mal d'auteurs. Et sinon, on peut aussi aller, alors pour l'instant, c'est la galerie Marc Deveau, qui est au centre-ville, vers le Jardin des Plantes. Donc il y a tous les livres de la collection Ubicart, d'ailleurs, qui sont disponibles là-bas. Oui, oui, Voilà. parce qu'en fait, euh, c'est Virginie Guidé, hein, qui fait les premières de couverture à chaque Mhm. fois. Et donc, qui est artiste, hein, montpelliéraine également. Et donc voilà, on peut effectivement les trouver à cet endroit-là. Est-ce que tu aimerais donner un conseil à un jeune auteur ou quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture? Alors, déjà, il faut écrire pour se faire plaisir soi-même. Je pense que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important.
Parce que si on prend pas du plaisir quand on écrit, on aura du mal, je pense, à en faire ressentir au lecteur. Et Mhm. puis c'est une activité qui prend beaucoup de temps, donc si on n'y prend pas de plaisir, je vois pas l'intérêt, quoi. Et surtout, il faut être ouvert à la critique. Il faut pas avoir peur de montrer ses écrits, mais pas forcément à des gens qui sont très proches, parce qu'ils n'auront pas un regard objectif, ils n'auront pas non plus les clés forcément pour critiquer de manière constructive et donner des conseils vraiment techniques et tout comme il faut, quoi. Donc pas avoir peur de la critique. Donc, pas avoir peur qu'on vous dise, ben, ce que vous avez écrit, c'est pas bien, monsieur, il faut retravailler. C'est pas grave, ça arrive. Moi, mon Mhm. bouquin, je l'ai montré à des gens qui m'ont dit, bon, ben là, c'est des passages à retravailler et tout, et je les ai retravaillés, et ça, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Par contre, il faut savoir aussi faire le tri des gens qui pourraient être malveillants. Et voilà, donc il y a des critiques, des fois, qu'il faut savoir, dire, bon, ben, cette critique-là, peut-être qu'elle n'est pas pertinente, voilà, j'en tiens pas compte. Ça peut arriver, quoi. Mais Oui, faut faire le tri entre ce qui est pertinent, ce qui n'est pas pertinent. C'est pas forcément facile, mais parce qu'il y a aussi pas mal l'ego qui entre en jeu quand on vous dit que ce que vous avez écrit, c'est pas bien. Mais voilà, il faut essayer de passer outre, quoi. typiquement, toi, tu t'es senti prêt à quel moment pour montrer tes écrits, en fait? Parce il y a tout un processus, en fait, entre l'écriture, quand on commence à écrire, le fait de se faire lire, et puis la démarche après de se faire publier. C'est tout un Mhm. process. Ça s'est passé comment pour toi? Alors moi, du coup, bon ben, j'ai dit qu'il fallait pas bien, pas forcément faire lire à ses proches, mais c'est ce que j'ai fait, forcément. C'est quand même les premiers en général qui sont curieux, qui ont envie de lire, quoi. Donc, ben, on m'a dit que c'était pas mal, donc du coup, ça fait que ça donne confiance. Et donc ça, le Trêve de Mondioserie, c'est vraiment la première histoire, bon, hormis quelques nouvelles que j'avais finalisées voilà, avant, c'est vraiment la première histoire que je sentais vraiment aboutie en fait. Et c'est la première que j'ai montrée donc à quelqu'un du milieu de l'écriture qui est sérieux, qui est pro, quoi, pour vraiment avoir un avis de pro. En gros, donc, qu'est-ce que ça vaut vraiment, quoi, en fait, quoi. Et donc cette personne a été assez emballée du coup par l'histoire, avec bon, bien sûr pas mal de passages à retravailler, ça c'est normal quoi. Et du coup c'est vrai que ça m'a donné pas mal de confiance en moi de voir qu'une personne qui me connaissait pas en fait, qui a priori était vraiment objective, donnait un avis positif sur le bouquin et ça m'a donné envie du coup de le retravailler et d'essayer de le faire publier quoi. Et là, au niveau de la réécriture, ça s'est passé comment? Est-ce qu'il y a eu des moments de doute, de blocage? Alors la réécriture, non, pas forcément, parce que une fois que le scénario était fait, après c'était pas des gros trucs de vraiment à réécrire, il n'y avait pas de, de, de gros points noirs dans le scénario en fait. Donc il y avait juste un petit peu le style à revoir par endroits, des incohérences à corriger. Donc non, c'était même motivant en fait, parce que je sentais en plus quand je corrigeais que ce que je faisais c'était mieux que ce que c'était Ouais. avant. Donc forcément, c'était motivant et ça donnait envie de continuer vraiment pour mettre le dernier coup de polish à l'histoire, quoi, pour avoir vraiment un truc abouti, quoi. Donc c'était cool. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es sur un projet d'écriture, hein, Ouais, un alors nouveau justement, projet? j'ai repris mon vieux projet d'il y a 15 ans que j'avais laissé tomber. Et donc j'ai effacé, alors j'ai gardé le texte d'origine évidemment, quoi, mais je suis reparti de zéro et j'ai gardé, je crois, peut-être 5% vraiment de l'idée générale de ce que j'avais écrit. J'ai vraiment tout refait parce que bah, il fallait tout refaire, hein. C'est comme comme une maison, quand elle est trop fatiguée, ben, on la détruit, on reconstruit par-dessus. Bah, c'était un peu le même principe, quoi. Et donc je suis en train de réécrire ce roman-là, qui sera ben, bien plus long normalement que Trêve de Mondioserie. Bon, qui n'est pas encore fini, loin de là, parce qu'il y a beaucoup de travail, parce que c'est un univers fantastique, là, pour le coup, donc qui se passe en partie en France, donc dans notre époque contemporaine, et pour la plus grande partie dans un univers que je crée moi-même de toute pièce. Donc c'est forcément beaucoup de travail aussi d'imagination et d'écriture, donc c'est pas encore fait, quoi, mais ça Il y sera fait. aura toujours un lien avec l'humour ou pas? Alors là, du coup, il y aura ben, moins d'humour, beaucoup moins d'humour. Parce que bah, pour le coup, ce livre-là que j'ai écrit avec humour, beaucoup d'humour, c'est pas ce que je fais vraiment habituellement. Moi, je suis plutôt adepte des histoires un peu sombres.
Donc ça sera plutôt une histoire assez sombre, ouais, mais il y aura toujours ce thème de l'apocalypse que j'aime bien aborder, la fin du monde. Bon, c'est vrai qu'actuellement, avec ce qui se passe un peu partout dans le monde, c'est pas forcément très, voilà quoi. Mais c'est un thème que j'aime bien aborder parce que, en gros, quand c'est la fin du monde, ben, t'es au pied du mur en fait. Et quand ton personnage il est au pied du mur, c'est là que ça devient intéressant parce qu'il faut qu'il fasse des choix importants. Et c'est quand ton personnage fait un choix important qui se développe et qui change et qui fait des histoires intéressantes. Donc, je trouve que pour ça la fin du monde, ça peut être beaucoup de choses différentes, vraiment. Et ça peut être du post-apocalyptique, du pré-apocalyptique, du pendant apocalyptique. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Donc, je trouve que c'est une situation qui pousse des personnages vraiment dans leur retranchement et qui fait qu'on peut faire des histoires très intéressantes avec ça, quoi. Eh ben vraiment, c'est chouette. Enfin, on a envie de lire, de te lire très très prochainement parce que c'est vrai que de créer tout un monde, c'est pas évident. Il y a les fiches personnages, il faut vraiment visualiser, créer, matérialiser ou dessiner éventuellement tout ce. Il y a un gros Ouais. travail en fait à faire qui est très intéressant. Et est-ce que tu t'es fixé un objectif de fin d'écriture? Non, pas vraiment, parce que je suis assez lent dans l'écriture, mine de rien. Parce que je procrastine pas mal, comme on dit. Donc, je remets pas mal au lendemain ce que j'aurais pu faire aujourd'hui. Et donc, non, je me mets pas de deadline parce que ça va me mettre le stress pour rien. Donc, voilà, j'aurais bien aimé finir cette année. L'écriture doit être un plaisir, j'ai entendu tout à Oui, l'heure. tout à fait. C'est pour ça. Donc, j'aurais bien aimé le faire cette année quand même, histoire qu'il n'y ait pas trop d'écart non plus entre Trêve de Bonne et celui-là. Mais bon, ben, il adviendra ce qu'il adviendra, quoi. On verra bien. Bon. Est-ce que tu souhaiterais mettre un petit mot de la fin, puisqu'on arrive à la fin de ce live, un petit mot de la fin où on peut rappeler, où on peut retrouver ton livre, donc Librairie au Bangui, Maison Ouais. d'édition Public Art et la, la Galerie Marc Deveau à Mhm. Montpellier. Ouais. Toi, on te retrouve sur les salons du livre à Clermont-Lérault le 21 mai, dimanche. Moi, Ouais. j'étais persuadée que c'était un samedi, mais effectivement, donc c'est le dimanche. Et puis après, il y a tous les salons du livre dans les Pyrénées-Orientales dont tu es originaire. Donc là, alors là, C'est ça va ça. être ton public De la euh, maison. de la maison. Et peut-être, pourquoi pas envisager un jour une nouvelle qui se passerait par là-bas, hein. Et pourquoi pas, ouais. Parce qu'après, je participe aussi à des concours de nouvelles organisés sur Internet et des appels à texte et tout. Hmm. Donc pour l'instant, les prix se font attendre, mais on ne sait jamais. Ah, il faut savoir, voilà. Oui, Il y oui, a, voilà. Et l'essentiel souvent, est de participer, disait Coubertin. exactement. Non, puis, et quand on participe aussi, ben, on s'entraîne, on s'améliore. Donc il faut pas hésiter aussi à écrire des textes comme ça pour des concours aussi, parce que parfois on peut aussi avoir un retour. Tout Et à fait. c'est ce genre de retour qui est intéressant parce que c'est des personnes qui vous connaissent pas, encore une fois, et qui sont vraiment objectives du coup. Soit l'histoire leur plaît parce que c'est intéressant, soit ça leur plaît pas parce qu'il faut revoir quoi. Donc voilà. Donc s'il faut faire un mot de la fin, j'aimerais bien faire un clin d'œil tout particulier à Marcel Camille et à sa librairie au Bangui. Parce que c'est vrai que l'aventure de l'écriture, ça a un peu commencé avec lui. Il y a 15 ans, donc mon premier projet de roman, c'est la première personne extérieure à mon cercle vraiment très proche à qui j'ai fait lire. Et donc c'est vraiment une personne avec qui j'ai cultivé cette passion de l'écriture et de la lecture, on s'est échangé aussi des conseils de lecture, des auteurs, tout ça, quoi. Donc voilà, le petit cœur qui part à l'honneur de Marcel. Donc ouais, c'est vraiment un ami qui compte Marcel beaucoup, Routel. c'est ça, et qui a intervenu pas mal dans ma vie d'auteur en très bien. Donc voilà, je trouve que c'est important d'avoir des amis sur qui on peut compter, et c'est pour ça aussi que je parle pas mal d'amitié dans mon bouquin, parce que voilà, faut avoir des D'ailleurs, gens qui nous font euh, grandir. t- par un simple hasard, il y a un personnage qui s'appelle Marcel. Tout à fait, et il se peut qu'il y ait un clin d'œil appuyé à une personne que je connais qui s'appelle Marcel. C'est bien possible.
Bon, en tout cas, moi, je vous remercie. Enfin, je te remercie d'avoir accepté cette interview. Et merci à toi. Je te remercie pour ton livre qui vraiment fait beaucoup de bien en lecture. Enfin, moi, ça a été voilà, une grande bouffée d'air frais. Voilà, c'est comme quand on mange un petit bonbon à la menthe là, qui pfiou, comme ça là, qui, ouais, ça fait vraiment du bien. Et donc, je voulais remercier toutes les personnes qui sont connectées, qui nous ont suivis. Mhm. Merci beaucoup. Puis merci par avance à ceux qui nous regarderont en replay parce que tout le monde n'a pas forcément le temps de nous voir en direct. Et merci à Brigitte, une grande fidèle des lives de 3A ABP. Voilà. Et merci à Sonia, merci à tous d'avoir été Merci à tout le présents. monde. Nour aussi, que j'avais reçu aussi en live. Marcel aussi, que j'ai reçu. Alors, je sais pas s'il est connecté, Marcel, mais voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain live dont la date n'est pas encore définie parce que j'ai pas eu, j'ai un emploi du temps chargé en ce moment. Et l'objectif, ça va être d'en recaler un, alors soit en mai ou en juin. Et voilà, donc en tout cas, un grand, grand merci Guillaume pour ce livre et merci à tous. Voilà. Et Et je merci à vous dis toi. à très Merci à vous. bientôt. J'annoncerai le prochain live sur Instagram. Très bien. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Au À revoir. bientôt.